Ça y est. Bonjour Gaëlle. Bonjour Elettra. Et aujourd'hui, comme toutes les semaines, nous sommes ensemble pour réaliser une enquête de l'Académie proposée par l'Académie Grifasi. Il s'agit d'une enquête mixte, donc avec une partie du protocole fixe, avec des questions auxquelles on se contentera juste de poser des questions, de trouver des réponses, et une partie du protocole libre. Et là, je pourrais te poser des questions variées au sujet de ce que tu as vu en précédence. Et quand tu es prête, on peut commencer. Je suis prête. Bien. Alors, prends déjà une profonde respiration. Et je vais compter des 5 à 1 pour t'accompagner dans le tas idéal pour mener cette aventure. 5. Respire profondément. Et chaque battement de cœur t'amènera dans un état de calme idéal. Et tu rentres de plus en plus en profondeur. Continue de respirer calmement. Calmement. 2. Et 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Avant de commencer avec les questions. 1, 2, 3. Comment te sens-tu, Gaëlle? Prête. Prête. Bien. Connecte-toi à des informations dans l'éther sur la maladie d'Alzheimer et observe comment les personnes touchées perçoivent la réalité. Et je souligne, même si tu sais déjà, de rester juste observatrice. Tu ne ressens rien. La première image que je vois, c'est quelqu'un qui est dans le noir et qui est bloqué. Et après, je vois d'autres images comme si je suis avec quelqu'un qui est touché par ça. Et je sais pas, je le vois regarder le ciel. Juste, il regarde le ciel un peu cuicui les petits oiseaux. C'est-à-dire un peu... voilà, il observe. Il observe, juste, il voit. Pas de pensée particulière, pas de... Voilà. D'accord. La réalité est-elle perçue par tout le monde de la même manière? Des traits communs. Je vois un trait commun. Sinon, non. C'est propre à chacun. D'accord. Comme tu disais tout à l'heure dans la première question, effectivement. Mhm. Mhm. Comment le patient
touché par l'Alzheimer perçoit leur corps mental, c'est-à-dire leur capacité à traiter toutes les fonctions intellectuelles. Je sens comme quelqu'un qui a envie de pleurer, la tristesse. Je sens de la tristesse. Après, il y a des phases en particulier. En fait, je perçois plusieurs phases. Il y a une phase de tristesse et ensuite les autres phases, c'est une incompréhension et c'est une, une absence de quelque chose. Je ressens une absence de quelque chose. Comme une absence comme si le corps mental était retourné à l'inverse. Hmm, Comme s'il fonctionnait plus pareil. c'est intéressant ce que tu viens de dire. Comment te sens-tu vis-à-vis de ces informations? Moi, ça va bien. Bien. Observe un enfant dans les premiers mois de vie et un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Perçois-tu ou visualises-tu des liens? Oui, la première image que j'ai eue. Enfin, la première image. Le côté juste observer, juste voir. D'accord, Quand je te disais, je suis avec quelqu'un qui juste y voit le ciel, cuicui, les petits oiseaux, c'est ça que je vois en commun. d'accord. Un état, je dirais, juste d'observation. Pas de... J'ai la notion de, oui, assis, posé, à regarder. Juste ça. Bien, je vois ça. Le corps émotionnel d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut-il subir des changements à mesure que la maladie se développe Oui, il est aspiré vers l'intérieur. vers l'intérieur? Mhm. Il est aspiré. Comme si d'abord, tu sais, il pouvait être grand et fort et bien rond. Et ensuite, il devient plutôt ovale. Et vers l'intérieur, il y a une couche comme disparaît. Et ensuite, ainsi de suite, et il devient tout petit. Comme s'il se rétractait. Il se rétracte. D'accord. Décris. euh, ah, pardon, j'allais me tromper de question. Alors, tu as déjà répondu. Observe par rapport au plan métaphysique ce qui se passe lorsque les perceptions sensorielles changent. Primaire. C'est un retour à quelque chose d'assez primaire. Comme si le corps mental était différent et j'ai l'impression que c'est primaire. Un peu aussi comme avoir peur de tout. Enfin, avoir peur de tout. Être dans un état d'observation et en même temps de... Je sais pas, je vois quelqu'un qui sursaute en fait, comme s'il sursautait en entendant une voiture, comme s'il sursautait en entendant un appareil. Enfin, je vois quelqu'un qui sursaute beaucoup. D'accord. Au niveau des perceptions, qui sursaute beaucoup. Et il y a une autre image que j'ai eue plusieurs fois depuis tout à l'heure, c'est une partie subtile, elle est comme dans un couloir et il y a plein d'écrans. Et ça bouge dans tous les sens. Enfin, ça s'allume un peu partout. Elle est un peu... qu'est-ce que c'est? Un peu perdue. Et je vois alors une personne qui est assise, qui ne fait rien si ce n'est observer. Et en même temps, parfois, quand elle sursaute, je vois qu'il y a un lien avec tous ces écrans dans lesquels elle se promène. Intéressant. Tu veux rajouter autre chose? Hmm, je... Non, j'attends tes questions. Parce qu'après, je vois d'autres images Ouais. d'autres Je pense personnes. que tu es déjà dans la prochaine Ah. question. Alors, quel facteur crée
ou co-crée l'apparition de cette maladie sénile par rapport au plan physique? Je vois quelque chose d'extérieur que la personne prend et qui devient comme une graine négative dans son cerveau, en fait. C'est comme si... c'est vraiment, je vois presque une gommette rouge qu'on lui donne et qu'elle, elle prend enfin, qui parcourt son cerveau et qui va semer la zizanie dans ses neurones. Mm. Et ouais, en fait, je la vois, cette gommette que je vois comme une gommette rouge, comme un point rouge. Et il passe un peu partout et parfois son passage ne laisse pas de traces, c'est-à-dire que ça ne provoque rien. Parfois, ça laisse des traces et il va se loger dans certaines zones. Hmm. Il va se loger à l'intérieur d'une zone. Et puis là, il est bien. Là, il s'installe. Cette gommette, ce point rouge s'installe. C'est très clair, merci. Y a-t-il des substances qui peuvent générer ou contribuer à cette maladie spécifique liée à l'âge? J'ai oui et non. Quand tu me poses la question, je vois des pilules, des gélules, des choses comme ça. Et je vois que certaines personnes peuvent ingérer tout ça, ces pilules, ces gélules. Je vois des plantes aussi. Et il se passe rien, qu'elles les prennent et ça s'en va. Peu importe, ça s'en va. Et pour d'autres, ça vient laisser des nuages sombres à gauche, à droite, dans le corps. D'accord. Et ça remonte, en fait. Je vois que ça se fixe à des endroits en particulier du corps. Et en fait, c'est comme si ça se greffe à quelque chose. Et ensuite, je vois que ça remonte au système nerveux. Ça remonte au... Ça vient d'abord se loger dans le corps. Hein. Ça remonte dans la tête. Voilà. Voilà. Quelles sont les caractéristiques prédominantes de l'ADN éthérique d'un patient atteint d'Alzheimer par rapport à l'ADN éthérique d'un humain sans la maladie? Il y a je vois un gène qui disparaît progressivement. Au début, il est normal et il disparaît, il s'efface par le haut. Il descend, il s'efface. Et il en reste une base. Et de cette base, je vois qu'il y a des choses qui se mettent autour. C'est comme une déformation, je dirais. Je ne sais pas ce que c'est que ce gène, mais en tout cas, il n'est plus du tout le même. Intéressant. Chez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, les corps dimensionnels et les relations entre eux diffèrent-ils d'une personne non touchée par cette maladie? Oui, 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 oui. Oui, je vois comme des séparations entre les uns et les autres, des disputes entre les uns et les autres. Ils ne se reconnaissent pas, ils sont comme étrangers. Il y a comme des murs invisibles entre eux et, et une méconnaissance des uns des autres. Je les vois tous reliés par la base, mais ensuite ils sont comme oui, étrangers les uns aux autres. Mhm. Avec une volonté de réussir. C'est comme s'ils ont envie de se tenir la main, mais ils n'y parviennent pas. Comme D'accord. des vieux amis, mais en même temps, ils s'entendent pas. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi y a-t-il eu une augmentation des cas diagnostiqués d'Alzheimer ces dernières années? Ça m'amène à cette ce petit point rouge. Mhm. C'est comme si je le voyais qui se promène dans l'air. En fait, comme si ça commence par un petit point rouge, un autre, et plus ça va, et plus ça se promène dans l'air.
prêt à... C'est même très bizarre. Je vois que ça se promène dans l'air et que ça s'arrête devant les gens. Et comme s'il attendait on ouvre la porte. Hmm. Je vois tout à fait. Mm. Y a-t-il des différences entre la phase des rêves d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer et d'une personne qui n'a pas cette pathologie? Oui, non, partiellement. Oui. De ce que je perçois, c'est comme si les ressentis sont plus forts et en même temps, c'est comme s'ils partaient plus loin. Je le sens. Le mot qui me vient, c'est un petit peu détraqué. C'est déboussolé, désorganisé. C'est désorganisé. Et je le vois, je sais pas, je suis avec une petite mamie et je la vois un peu perdue à gauche, à droite et déboussolée même dans la nuit. D'accord. Oui. Mhm. Donc, on voit les répercussions de cette maladie même dans le rêve. Il y a une Ah oui. souffrance aussi dans les rêves. J'ai même, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'entre le rêve et la réalité, je ne vois pas beaucoup de différence. Mm. Ça dépend après des phases. Je vois, je sais pas, je vois un tableau avec des, des pics. Et quand on est au pic, je ne vois pas la différence. Mm. Comme si, enfin, elle, en tout cas, ne voit pas la différence. D'accord. Et la partie, comme tu vois, euh, on t'aura imaginé la partie fixe, elle est terminée. J'aimerais Oui, déjà te poser une question au sujet de la partie subtile d'une personne atteinte des maladies d'Alzheimer. oui. Il y a des répercussions après la vie, Oui, après cette vie, suite au décès. et ça peut. Je suis avec une personne, elle est en fait sa partie subtile, elle a lâché en partie le corps physique, elle est assise sur un banc et elle attend. Elle attend, c'est une petite mamie, mais tu sais, elle a son sac, elle attend, comme si elle veut plus aller là, elle est pas rassurée d'aller à gauche ou à droite, donc elle se dit j'attends et je vois qu'il y a il y a des visites, il y a des gens qui passent la voir. Et depuis ce banc, elle voit plein de choses aussi. Donc, il reste tous les symptômes et la confusion surtout euh, reste le même. Elle est dans une forme d'inaction. Elle préfère rester là où elle est, en tout cas elle, hein, parce qu'il y en a d'autres. Elle reste là où elle est et elle est dans la. Elle a peur en fait. Et quand je te dis le mot peur, il me fait résonner avec la pastille rouge là, Oui. qui, que je vois qui s'installe un peu trop. Avant de revenir à la pastille rouge, j'aimerais savoir si tu observes la présence de cette maladie euh, dans les temps passés. Et si c'est le cas, ça remonte à quand? La première apparition. Alors oui, la réponse c'est oui. Je vois une époque 1700, 700 et quelques. En tout cas, je vois une scène dans je dirais un château, quelque chose comme ça. Euh, et oui, même avant, je remonte aussi avant, 1300 quelque chose. Ou, Et qu'est-ce qui oui. s'est passé pour que cette maladie, ce petit point rouge, Mm. vienne se présenter vis-à-vis des êtres humains? Euh, Quand je regarde cette personne, j'ai l'impression d'être en 1300, comme dans une espèce une taverne ou quelque chose, je ne sais pas trop. En tout cas, cette personne, elle sombre progressivement dans la folie et on la pointe du doigt comme une personne folle. Et quand je regarde son parcours, ce sont des traumatismes.
Et les points rouges ne sont pas rouges, ils sont d'autres couleurs noires. Je vois des points noirs et j'en vois plein. Donc, il y a d'autres causes Ah ouais. à la difficulté. Lui, c'est vraiment traumatisme. Il voit des scènes tellement violentes que ça rentre dans sa tête. Et ouais, ça se promène. Et ça se loge. Et l'apparition de ce petit point rouge Oui. est due, est due à quelque chose qui a été fait par l'humanité, par une action physique Subtil. subtile. Moi, je vois en premier lieu subtil. Après, quand tu me poses la question du physique, les images que j'ai, c'est à plein d'échelles différentes. Je vois les télévisions, je vois, je vois quelque chose qui s'échappe d'une usine, des gaz, quelque chose comme ça. Et je vois qu'en fait, c'est comme si, quand je prends cette fumée qui sort d'une je ne sais où, là, je vois comme des molécules qui se promènent. Et quand ça rencontre d'autres molécules qui sortent d'une télévision dans un endroit en particulier, chez une personne en particulier, ça se forme. La pastille se forme. Comme On nous, si, en fonction des facteurs, certains vont se retrouver ensemble et être suffisamment puissants pour créer la pastille. on nous parlait d'une programmation subtile. Oui, tout à fait, c'est ça. Comment est-ce possible que cette programmation soit à mesure d'attendre les neurones et le système nerveux cérébral Sur dans le le plan, monde, dans le plan physique? sur le plan subtil, moi, ce que je vois, c'est comme des bulles, en fait, qui se ressemblent et qui se rejoignent et qui forment quelque chose ensemble. Et sur le plan physique, euh, c'est comme des molécules, en fait, des molécules qui parviennent à se créer, à se transformer à l'intérieur et à se pourrir, en fait, si tu veux. Je dirais que normalement, c'est sain, c'est comme une molécule bien ronde, bien, enfin, molécule en tout Oui, cas saine, oui. et elle devient noire. Elle pourrit. J'en vois qui deviennent comme un nuage noir et j'en vois d'autres qui pourrissent. Comme si on mangeait un morceau et un autre morceau et un autre morceau et elle devient toute bizarre. Donc, cette partie subtile apporte une information vers le physique pour qu'il y ait une conséquence de C'est, dégradation. c'est, c'est parallèle en fait. C'est comme si je regarde une personne, euh, il va y avoir, elle va bouger tout au long de sa vie en fait. Si je regarde son corps physique, c'est comment il fonctionne. Il y a des fois où il y a des dysfonctionnements et s'il y a sur le subtil en même temps des, je vois des bulles qui, qui viennent toucher cet endroit, ça crée un problème. Oui, Après, je vois que des problèmes, ils éclatent comme une bulle éclate, ils disparaissent. oui, très bien, c'était clair. Et une chose que j'ai remarqué au long des réponses, c'est que tu as observé souvent des émotions de tristesse, Oui. d'incompréhension, en tout cas des situations inconfortables dans Mhm. chaque patient, bien évidemment. C'est un prérequis nécessaire pour que ce petit point rouge, on va l'appeler comme ça, c'est la cause de la maladie, euh, atteigne la personne. Oh, c'est une cause, c'est une conséquence ou c'est une Conséquence. cause? C'est une conséquence. D'accord, d'accord. C'est une conséquence et en fait, je vois que par moment, c'est comme si la partie subtile revenait dans le corps physique. Il y a réappropriation et, et ça crée des éclairs à l'intérieur. Et quand elle ouvre les yeux, elle se rend compte de quelque chose qui, qui ne va pas. Et là, peur, elle prend peur ou colère. Colère, et différentes émotions. Et en fait, le point rouge grossit.
et comme si il avait du jus, tu sais, comme s'il avait du carburant, il se met à, à vibrer plus fort, Oui. à être Donc, plus rapide. il s'auto-alimente au moment donné. Oui, oui. Nous Oui. savons que dans l'éther, tout comme dans le monde physique, on est soumis à une chaîne alimentaire. Mhm. Et dans l'éther, on trouve des êtres qui se nourrissent particulièrement des émotions Mhm. qui sont provoquées par cette maladie et pour tous ceux qui en suivent et qui peuvent en suivre même au niveau de la famille. Y a-t-il quelqu'un derrière la production de ce petit point rouge? Je vais continuer de l'appeler de cette façon. Mhm. Le quelqu'un derrière le point rouge, lui, il souffle dessus pour que les gens le voient bien. Pour que vraiment il soit bien visible, bien. Il souffle. Et c'est j'ai du créateur ou du... Du cré- Les deux. En fait, je vois que lui, enfin, je vois une personne qui souffle. Et soit en soufflant, elle envoie des pastilles rouges qui vont rester un moment à l'extérieur. Soit en soufflant, elle va attiser le feu j'appellerais ça le feu de certaines pastilles qui sont déjà ancrées, qui Mhm. brûlent déjà certaines zones du cerveau. Et ça peut attiser. Oui, Et tout à l'heure, quand tu parlais, j'en voyais un, il mangeait quelqu'un. Tu sais, il mangeait bout de cheville, il mangeait un bout de main, il mange. d'accord. Cet être est-il le responsable aussi de l'accueil des parties subtiles des personnes qui sont atteintes de cette maladie? Il est, il se dit gérant, c'est-à-dire que lui, en tout cas celui que je vois qui, tu sais, qui mange des petits morceaux. Je sais pas si c'était lui que tu voulais que j'aille voir, mais en tout cas lui, il est comme dans une usine. En fait, il tient la porte d'une usine et lui, bien sûr, il y a de la place pour tout le monde. Il accueille bien volontiers. Il accueille et il coche. Il coche et quand les portes s'ouvrent, en fait, c'est comme si, tu sais, les parties subtiles, elles étaient amenées à venir le voir, en fait. Lui, il est comme le gérant. Quand les portes s'ouvrent, c'est tellement immense l'usine que t'as l'impression que ça peut accueillir la terre entière. Oui, j'allais dire à ça. Effectivement, c'est quelque chose qui peut toucher la planète euh, entière, toute la population. Et ce que j'ai envie de te demander, c'est que par rapport aux moyens utilisés pour pouvoir se nourrir, c'est quel pourcentage, euh, euh, je vais essayer de formuler comme il faut la question, Euh, par rapport à tous les moyens qu'ils utilisent, que ce soit des cauchemars ou n'importe quelle méthode, cette maladie recouvre leurs besoins de se nourrir avec un pourcentage en particulier que, que tu vois. Oui, je vois le 19, mais je vois qu'en revanche, parce que au début, c'était plutôt 90 parce que c'était la peur, le mot peur que je voyais. Mais quand je regarde Alzheimer, c'est 19, mais ça fait partie d'autre chose, ça fait partie d'une autre étape. Ça fait Oui, partie d'une stratégie, ça fait partie d'autre chose. d'accord. On peut prendre le 99%. Ouais. C'est un grand pourcentage. Et Mhm. l'usage des médicaments Oui. vis-à-vis de cette maladie, euh, Mhm. dans les limites du possible, a-t-il une conséquence sur une conséquence ultérieure sur la partie subtile? L'usage des médicaments, Oui, en général, oui. Je vois que ça laisse des traces. oui, Et c'est dans, dans le corps physique, c'est vraiment propre au corps physique, plus au corps physique. Et sur le plan subtil, c'est d'autres répercussions.
d'autres émotions. Par exemple, je vois un nœud qui se crée dans le ventre, un nœud noir de frustration, de culpabilité, qui me fait penser plutôt à la dépression. Et du coup, en fonction des médicaments, je vois que d'abord c'est comme un nœud noir un peu nuageux, et ensuite on rajoute un filet. En fait, c'est comme rajouter une structure à ça, à Ouais. ce qui est existant, et tu sais, de faire un double nœud. On serre bien fort. Oui, je vois tout à fait. Et donc, oui, il y a des conséquences des différentes à différents niveaux. Oui. Oui. Oui, Et tu as vu aussi que tout à l'heure, oui, que le corps mental est comme retourné à l'inverse. oui. Oui, 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 oui. Je le vois, le corps mental, en fait, c'est comme si il est pris dans une roue, en fait, et tu sais, on lance la boule. En fait, comme s'il était comme en croix, dans une boule. Tu sais, les hamsters, les boules hamsters, là, les trucs Oui. comme ça. Et en fait, il va dans tous les sens. Mm. Il sait plus, il va dans tous les sens. Et je vois aussi une autre scène où on le prend par les pieds et on le secoue. Du coup, euh, du coup, il est déjà colère, lui, très colère. Ouais. L'autre, l'autre, il est plutôt la peur. Et puis, il y a l'absence de. Je vois cette femme là sur son banc toujours, Mm. un peu stressée et un peu prostrée, un peu. J'ai oublié ta question. Oh, non, non, tu avais répondu. Tu avais répondu. Et cette femme est-elle décédée depuis longtemps? Elle n'est pas encore décédée. Ah, d'accord. Elle est encore reliée d'un petit fil à sa partie physique. Elle attend, elle Oui, attend. Elle est hospitalisée. Elle est sous médicaments. d'accord. Ouais. Peux-tu lui ouvrir un portail avec des fréquences un peu plus agréables, pas trop Bah, élevées pour elle, pour qu'elle puisse passer ces derniers moments dans un état plus agréable? alors c'est bizarre, je l'ai fait. Elle est rentrée, elle a été chercher des choses, elle est revenue et elle garde ça avec elle, mais elle est revenue. Elle ne veut pas rester? Non. Elle a pris des choses? Ouais, elle a pris des Qu'est-ce choses. qu'elle a pris? Des jeux. L'amusement, elle a pris de l'amusement. D'accord. Ça lui Ouais. plaît? Oui, beaucoup. Elle ne veut pas rester dans ces portails? Elle attend qu'on continue. Elle dit Non? encore, encore. Encore. D'accord. Ben, dis-lui que si elle reste dans le portail, ça sera toujours son énergie, mais elle va pouvoir jouer encore si c'est ça qui lui fait plaisir. Et elle me dit qu'elle doit récupérer des choses qu'elle n'a plus. Effectivement, elle était prostrée, elle était. Là, elle a récupéré un peu de. C'est quoi la suite? Comme si elle attend. On joue. On joue, on va où? Elle joue, en fait, là, elle est dans le jeu, hein, vraiment. Et du coup, D'accord. elle commence à changer son axe de ce qu'elle regardait. Donc, elle regardait tout ce qui ne n'allait pas, là, tous ces écrans. Là, elle commence à regarder vers là où j'ai ouvert le portail. D'accord. Donc, elle commence à comprendre qu'il y a quelque chose de plus agréable que ce Oui, qu'elle vient de vivre dans son parcours, même si elle est toujours vivante. oui, Et si elle veut, elle peut passer à l'autre côté, comme ça, elle va pouvoir finir ses jours ou vivre encore oui, avec un état d'esprit différent. Elle n'est pas obligée de rester dans la peur. oui. Elle est retournée dedans et elle est dans le portail, les fréquences se sont modulées et elle est dans l'émerveillement maintenant.
Elle a envie d'y rester ou elle va revenir en arrière? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Non, elle a même laissé les choses qu'elle avait à la porte, elle les a laissées, elles sont même pas passées. Non, là, elle est dans la redécouverte. Bien. Voilà. Alors, si elle va bien, si tu estimes aussi, dis-moi si elle va bien, moi aussi on peut la laisser, on peut la saluer, on ferme le portail. Et on la remercie aussi. Ouais. Je lui ai montré qu'elle peut prendre des escaliers pour aller ou un peu où elle veut. Oui, elle va pouvoir créer depuis là tout ce qu'elle souhaite. C'est curieux, je la vois elle va reconstruire cette vie-là. Je la vois passer. Elle va faire ce qu'elle veut faire. Ouais, c'est très bien. C'était ça le but du portail. Ouais. De lui rendre sa liberté d'action. Très Oui. bien. Merci, Gaëlle. De la saluer. On lui souhaite une belle continuation Mhm. dans une nouvelle création. Elle est partie, oui. Enfin, Bien. Ferme le portail alors. Mhm. Parfait. Comment te sens-tu? Eh bien, ça va bien. Très bien. Mhm. Et il y aurait énormément de questions à te poser, mais étant pas un médecin, donc je préfère rester dans le monde subtil du vécu Mhm. des personnes atteintes de cette maladie. Donc, si tu es d'accord avec Mhm. cette belle histoire, la dame, Oui. on peut revenir. Oui. Tu as envie de dire quelque chose, de rajouter quelque chose? Tout va bien. Très bien. Alors, parfait. Alors, commence par déconnecter. Bien. Tu reviens dans tes énergies, dans tes belles énergies, et tu respires. Et continue de déconnecter. Oui. Bien. Et avec les 1, tu récupères toutes les forces que tu as utilisées pour ce voyage. Bien. Tu te remplis de forces, des muscles vigoureux. Et avec les 2, tes émotions. Et chaque petite cellule de ton corps commence à pétiller de joie, de bonheur, de clarté, de calme. Et toutes tes émotions, tes corps subtils commencent à rebondir la joie, le bonheur. Et commence aussi à bouger si tu en as besoin. Prends conscience de nouveau de l'endroit où tu te trouves, de ton corps physique. Avec les 3, tu peux ouvrir les yeux. Merci pour ce retour. Très agréable. Ah, c'est bien. Mm. Merci. C'est bien. Très bien. Je voulais te faire revenir avec des émotions un peu plus Ah ouais. Ouais, très élevées, sympa. vu le Très, très chouette. voyage. Oui, très, très chouette. Et puis, on a fait un petit voyage intéressant, comme toutes les choses que tu vois en hypnose. Toujours très, très intéressant à voyager en tout cas. Bien. Et alors, on se donne un rendez-vous pour la prochaine enquête. Oui. Merci. À bientôt. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente
ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare.
e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo.
Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte.
non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.